es importante organizar la información sanitaria, cuál es la situación epidemiológica. Entonces hay que buscar la Oficina Nacional, buscar aquellos actores que trabajan en la vigilancia epidemiológica para comenzar a producir la información. Le système de surveillance épidémiologique en Haïti, après le tremblement de terre, n'a pas subi beaucoup de modifications. En effet, ce qu'on a fait, on devait ajuster un système propre au niveau des populations déplacées. Donc, on a créé un nouveau système qui était fait à partir des sites de dispensation des soins au niveau de ces aires où la population était déplacée. En réalité, ce qu'il y avait, c'était des sites qui donnaient des consultations et au moment des consultations, on devait identifier des maladies à déclaration obligatoire. Particulièrement, parmi ces maladies, on devait notifier immédiatement des cas comme la polio, la rougeole, les cas de rage, devaient être notifiés immédiatement et le personnel d'épidémiologie se déplaçait vers les sites pour notifier ces cas et assurer la prise en charge, en particulier pour prendre des spécimens pour que les maladies soient confirmées au niveau laboratoire. On s'attendait à ce qu'il y ait beaucoup de changements au niveau des indices de mortalité et de morbidité. Après le terremoto, c'est sûr que les changements qui étaient opérés, c'était des causes externes qui étaient liées à l'effet même du tremblement de terre. Mais quant aux maladies infectieuses, il n'y a pas eu de grand changement. Les maladies respiratoires étaient toujours en premier lieu. Ensuite, les maladies diarrhéiques et aussi les maladies transmises par vecteur. On est de maladies que PSSBC fait formation pour les gens qui étaient toujours passés pour parler. Fièvre, grippe aviaire, fièvre dengue. On croit que vous entendez parler des agents du PSSBC. La fièvre dengue. Choléra, c'est microbe. Ok, fièvre dengue. Fièvre dengue. On m'a dit que ça aide. On est SGP caméra. Après la petite fois de côté, et puis nous Es que hemos hecho algunas evaluaciones en comunidades y generalmente las prioridades en términos de salud de las comunidades son malaria y dengue. Entonces es un programa de largo plazo porque en la mayoría de las comunidades la gente no sabe que los mosquitos son responsables para la transmisión de malaria, entonces es un programa de capacitación, pero encima de eso tenemos una intervención sobre la distribución, lo que incluye la distribución de los mosquiteros. Bonjour, comment est madame? Et mon campé au Bachita? Faut te camper? Porque hay mucha lluvia, hay muchas áreas donde los mosquitos viven, entonces parte del programa obviamente tiene un enfoque en la basura, en la limpieza de los lugares para evitar mosquitos. En el caso de VIH-Sida, las cifras antes del terremoto eran las peores de América Latina o de esta parte del mundo. Ahora, después del terremoto, las cifras son mucho peores. ¿Por qué? Porque hay mucha gente viviendo en los campamentos, hay problemas con el exceso de tratamiento y condones, hay muchas más incidencias de prostitución
y hay problemas y hay realmente bastantes situaciones de violencia de género. Estamos trabajando en los campamentos con la gente en programas de educación. No siempre los factores de riesgo son factores epidemiológicos. Hay factores sociales que inciden en las condiciones de salud de las personas, son los determinantes de salud. En el caso de Haití, la extrema pobreza se convierten también en factores de riesgo que atentan contra la salud. Acá se dio, como señalábamos, en octubre de 2010, una gran epidemia de cólera, una de las más grandes de la historia del siglo XX, más de 524.000 casos notificados y más de 282.000 personas hospitalizadas y más de 7.018 de decesos notificados. De esos 7.000 muertes, 4.461 fueron en instituciones, es decir, en instituciones sanitarias. Hay hospitales departamentales que carecen, por ejemplo, de agua potable, no tienen electricidad a las 24 horas y en el caso de la epidemia del cólera, estas instituciones no pudieron hacer, todas ellas no pudieron dar el servicio directo a las personas que estuvieron enfermas por el cólera. Es por eso que se elaboró una estrategia para hacer frente al cólera, poniendo puestos de atención primaria de rehidratación oral, haciendo unidades de tratamiento al cólera, aquellos donde no era necesario que quedaran ingresados, y haciendo centros de tratamiento al cólera fuera de los servicios, por la fragilidad de los mismos servicios de salud y para evitar la contaminación en los hospitales. Cuando tuvimos los primeros casos, la gente estaba con miedo. Tenían miedo del cólera porque había hecho ya cantidad de muertos. Y aquí estábamos trabajando, enfermeras, médicos, ayudando a la gente, los pacientes que llegaban con casi sin vida, porque no sabían que tenían que tomar sales de rehidratación antes de llegar a un centro de tratamiento. Y empezamos a trabajar con la gente. Antes recibíamos 50 casos al día. En cada tiempo de lluvia tenemos muchos pacientes. Bon, nous avons toilettes, oui. Nous avons toilettes, nous avons bon toilettes. Mais c'est le problème de l'eau. Quand on a de l'eau, la plaine n'a pas fini tellement bon, vous comprenez? Il va finir bon. C'est parce que nous avons soif de l'eau en pile qui fait. Pas de l'eau à me boire, mais depuis que je bois de l'eau salée. Parmi les maladies chroniques, nous avons identifié l'hypertension artérielle, le diabète, le cancer du sein, le cancer de la prostate et aussi les causes externes. En réalité, dans la liste des maladies sous surveillance apparaît les maladies dont je viens de citer. Cependant, le système de surveillance des maladies chronico-dégénératives n'est pas encore complété parce que la capacité de la direction d'épidémiologie devra être renforcée avant d'introduire ces maladies chronico-dégénératives dans la surveillance épidémiologique. Donc par rapport aux médicaments, vraiment, nous avons beaucoup d'efforts à faire pour être sûr que les gens puissent retrouver les médicaments qui leur sont nécessaires pour l'amélioration de leur état de santé. Au niveau de santé publique, au niveau du ministère de la Santé, nous prenons l'utilisation des médicaments essentiels. Ces médicaments essentiels sont en grande partie achetés par nos bailleurs et sont vendus à des prix dérisoires, je dirais, aux institutions de santé
que ce soit des institutions publiques ou des institutions privées. Maintenant, le problème n'est pas vraiment la disponibilité des médicaments essentiels. Le problème est comment faire arriver ces médicaments essentiels au niveau des endroits les plus reculés du pays. Donc nous envisageons vraiment à mettre en place un système d'approvisionnement actif où on puisse avoir des camions qui puissent apporter ces médicaments aux différentes institutions réparties à travers le territoire, de telle sorte que chaque institution puisse avoir sa mini-pharmacie pour pouvoir fournir en rapport avec les soins de son niveau. Et étant donné que nous nous focalisons sur les soins primaires dans un premier temps, pour pouvoir offrir les soins primaires de santé dans les endroits les plus reculés du pays. Bueno.